Salut YouTube, nouvelle veille du 16 juillet 2026. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, notamment de OpenAI qui a annoncé un tout premier produit physique officiellement. On en a parlé déjà hier, mais là, il y a en plus un nouveau produit qui vient de sortir, là, un clavier. On va parler de ça et on va parler de plein d'autres choses, bien évidemment. Restez sur ce live, restez sur ce replay surtout, parce que vous n'êtes pas en live, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à venir sur Twitch. Bref, on va commencer à voir tout ça ensemble. Et bonjour Peter Loud, j'espère que tu vas bien. On va voir tout ça ensemble ce matin. Donc voilà, grosse veille du coup. En vrai, non, j'ai envie de dire c'est une veille un peu traditionnelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs potentiels là. Hier, c'était une veille qui était peut-être un poil plus légère par rapport à d'habitude sur ce que j'ai gardé à la fin. Mais là, on va être sur quelque chose de, de traditionnel, je pense. Euh, En plus, là, ce qui est très agréable pour ce live, c'est que maintenant, je me suis mis un retour avec mes petits écouteurs que je me suis acheté pour l'occasion, qui sont branchés à mon micro et ça me fait beaucoup de bien, je pense. Ça va me permettre, moi, d'avoir une meilleure élocution quand je parle, euh, parce que j'ai des petits soucis, moi, d'élocution. Et avoir un retour en direct et m'entendre correctement, ça va me permettre de recalibrer la façon dont je parle. Donc voilà, ce sera peut-être déjà un peu mieux pour ceux qui ont vu ces problèmes-là. C'est vrai que parfois je parle un peu vite et que je mâche des mots. Avec ça, je pense que ça peut m'aider. Alors, du coup, je vous en parlais à l'instant. En pleine bataille juridique autour du matériel informatique, OpenAI lance un clavier à 230 $ pour Codex. Qu'est-ce que c'est Codex pour ceux qui ne savent pas? C'est l'outil de code, comme son nom l'indique, d'OpenAI, donc de ChatGPT. Donc quand tu veux créer quand tu veux développer, tu utilises ce truc-là et ça permet en fait de coder plus simplement. Bonjour, tu as 666 followers, c'est flippant. Ouais, je sais, je viens de voir ça. Mais n'hésite pas à t'abonner. Je sais pas si tu es abonné. N'hésitez pas à vous abonner ou à appeler des potes à vous pour qu'ils s'abonnent. Ça permettra de conjurer le maléfice. OpenAI fait officiellement son entrée sur le marché du matériel informatique avec le lancement d'un clavier lumineux à 230 $ conçu pour être utilisé avec son assistant de codage IA Codex. Le codex micro, conçu en collaboration avec Workloader, le concepteur de clavier spécialisé, est présenté comme une nouvelle façon élégante pour les utilisateurs de ChatGPT de gérer leur flotte d'agents de codage IA, les bots semi-autonomes capables d'écrire et d'exécuter du code avec peu d'intervention humaine. J'ai du mal à comprendre. Là, comme ça, vous voyez, on dirait ce qu'on appelle des Steam Deck, c'est des Stream Deck, pardon, euh, des boutons configurables qui te permettent d'avoir des fonctionnalités automatisées en fait sur ton PC, notamment pour le live, pour changer de scène par exemple. L'appareil est doté de touches agents lumineuses indiquant l'état de l'agent, de touches de commande personnalisables servant de raccourci pour les actions codex fréquentes et d'un joystick pour lancer les flux de travail courants. Il comprend également une molette permettant de régler le niveau de raisonnement de l'agent, c'est-à-dire le temps et la puissance de calcul qu'il consacre à une tâche donnée. Ah ouais, bah en fait c'est un peu ça. En fait c'est littéralement un Stream Deck, mais pour les IA quoi. Ok, c'est intéressant en vrai. Maintenant on est sur 667 followers. Freeze Corleone, tout ça. Bravo à toi, Aitana. Merci beaucoup. L'idée est que plutôt que de gérer vos agents via votre téléphone ou une application de bureau, vous pouvez désormais utiliser le micro comme centre de commande pour le travail des agents. Selon les termes d'OpenAI, il y a aussi fort à parier qu'il fera très bel effet sur votre bureau. L'appareil est contrôlable et personnalisable via l'application de bureau de ChatGPT. Ok, en vrai c'est intéressant, c'est du Steam Deck classique, cool. Cool, mais moi je pense que c'est pas utile pour mon usage personnel. Je pense que des développeurs y trouveront leur bonheur. Moi en tout cas, c'est pas forcément très utile, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que OpenAI se lance là-dedans. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, franchement. Est-ce qu'il y a marqué OpenAI dessus? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah si, ok, sur le boîtier comme ça. Ok, donc c'est vraiment leur premier objet physique. Intéressant. On va continuer sur OpenAI d'ailleurs qui apparemment a lancé ce qu'on appelle un partenariat de la honte avec Kalshi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kalshi c'est ce qu'on appelle du marché de prédiction, c'est comme Polymarket, etc. En gros, tu paries sur l'actualité quoi. Est-ce que tu penses qu'il fera 30 degrés demain? Tu peux parier là-dessus. Est-ce que tu penses que Poutine sera destitué ou pas? Tu peux parier là-dessus. On a beaucoup parlé de ça en live, mais je tiens quand même à le rappeler parce que tout le monde a pas forcément le terme de marché de prédiction en tête parce que c'est un terme qui est assez récent mine de rien. Et du coup, OpenAI a conclu un accord avec Kalshi, donc OpenAI qui est derrière ChatGPT, euh,
pour combiner les technologies les plus décriées qui soient, l'IA et les marchés de prédiction. Tout ceci n'annonce rien de bon. Alors, n'est-il pas suffisant de simplement admirer le jeu, le beau jeu, sans fioriture? Aujourd'hui, on peut utiliser un chatbot IA pour suivre l'actualité de la Coupe du Monde, et ce même chatbot, signe des temps, pourrait bien vous imposer les cotes des marchés de pronostics, soi-disant pour vous tenir informé. Car après tout, a-t-on vraiment une vision complète si l'on ignore les pronostics des parieurs? Ah, c'est chiant ça. Ça va inciter plein de gens à parier, quelle honte. C'est précisément ce que fait OpenAI. L'entreprise dirigée par Sam Altman a discrètement conclu un accord avec Kalshi qui permet de parier sur des événements bien au-delà du sport afin d'afficher les données de son marché de prédiction dans ChatGPT, rapporte le New York Times. Il s'agit peut-être de la fusion inévitable de deux des innovations les plus controversées issues du secteur technologique ces dernières années. Une recherche sur ChatGPT concernant la France et l'Espagne avant leur quart de finale de mardi a affiché un graphique indiquant que les Bleus avaient 60% de chances de gagner. Et bah malheureusement, ça n'a pas, ça n'a pas joué avec nous. Une recherche sur le match Angleterre-Argentine de mercredi a révélé que les Three Lions avaient 54% de chances de l'emporter. Aucune des deux parties n'a fait la promotion de l'accord et les visuels est étonnamment discret en matière de marque. On n'y trouve ni logo ni lien externe. Le seul indice de cette collaboration est une petite mention dans le coin inférieur gauche, source Kalshi. Il s'agit du premier partenariat de ce type pour OpenAI. L'entreprise a récemment mis à jour sa page d'aide pour préciser que les utilisateurs ne peuvent pas placer de paris via ChatGPT. Les données Kalshi étant limitées aux requêtes relatives à la Coupe du Monde 2026 selon le New York Times. Ok, en gros, quand tu recherches des informations sur la Coupe du Monde via ChatGPT, et bah, tu as des petites informations sur les parieurs de Kalshi en fait. En gros, c'est comme ils ont payé une sorte de mise en avant. C'est insupportable. Arthur vient de lancer, ouais, je savais qu'il lancerait à peu près en même temps que moi. On est en conflit direct, mais c'est pas grave. J'irai revoir le live, moi, en replay, je pense. Ah, j'ai trop. Ça m'énerve ce partenariat. En fait, c'est un partenariat qui. C'est comme, en gros, c'est. Il faut pas se dire que OpenAI, là, il gagne quelque chose, hein. En fait, en gros, concrètement, c'est juste. Enfin, il gagne quelque chose pour le confort utilisateur. En fait, c'est juste un partenariat publicitaire, là. C'est que, en fait, en gros, OpenAI met en avant Kalshi dans ses résultats de recherche sur le sport. C'est c'est comme s'il faisait un partenariat pub, ouais, tout simplement. Ok, bah écoutez, c'est honteux, hein, encore une fois, mais bon, est-ce qu'on est vraiment, vraiment surpris de la part d'OpenAI? Pas trop en vrai, pas trop. On va en parler bien évidemment parce que c'est intéressant de voir ces deux mondes collaborer ensemble. Oh, salut Ali, et merci pour ton Prime. Merci beaucoup pour ton Prime, mon frère. Ça fait trop plaisir. Et bonjour à toi. Ça dit quoi ici? Bah écoute, on fait la veille, tout simplement. Ah, ça c'est super marrant, j'ai vu ça passer. D'ailleurs, on a deux news là-dessus. Je pensais que c'était pas la même chose. Est-ce que je mettrais pas. Attendez, je vais essayer de trouver la news. Ah, voilà, c'est celle-là. C'est exactement celle-là. On va juste passer sur celle-là parce que je trouve qu'elle est plus. C'est plus parlant. En gros, en Chine, tomber amoureux d'une IA est désormais interdit par la loi aux enfants seulement. Je trouve ça dingue qu'ils aient légiféré là-dessus. Cette répression vise les relations émotionnelles entre l'IA et l'IA, alors que les autorités s'inquiètent du taux de natalité historiquement pas du pays. Depuis l'apparition des chatbots, un aspect inquiète particulièrement les législateurs et les experts. Le développement de liens affectifs entre les humains et ses assistants virtuels. Oui, oui, oui. De nombreux cas ont montré que la dépendance excessive à ses compagnons ou partenaires IA a entraîné des urgences médicales, des décès et a donné lieu à de multiples poursuites judiciaires contre des entreprises comme OpenAI et Meta. Et la Chine rentre dans cette arène de la répression. Le problème ne se limite pas aux USA, car l'IA est utilisée à diverses fins pour répondre à plein de partout dans le monde. Bref, la Chine en particulier a été un foyer important où les partenaires virtuels IA ont connu un grand succès. Le pays a désormais mis en place une réglementation interdisant toute relation virtuelle impliquant des liens affectifs entre les chatbots et les mineurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les mineurs qui peuvent se faire engueuler? Est-ce que c'est les boîtes d'IA qui doivent du coup faire attention à ne surtout pas mettre ça en avant dans leur code, par exemple? Je sais pas, on va lire ça ensemble.
Outre les interdictions concernant la dépendance affective et les mineurs, la nouvelle réglementation exige que les chatbots d'assistance fassent l'objet d'une évaluation réglementaire avant d'être proposés au public et donne au gouvernement une plus grande latitude pour fermer ceux jugés dangereux. Cette mesure n'est pas surprenante, de nombreux experts en Chine ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences que pourrait avoir une IA non encadrée sur l'emploi, l'éducation et même la fécondité comme on peut le voir. Le fait que ça légifère mais uniquement pour les enfants, ouais vraiment, c'est drôle. Ce dernier point constitue un véritable problème pour la Chine. En 2025, la population du pays a diminué pour la quatrième fois consécutive, le taux de natalité atteignant un niveau historiquement bas dans un pays qui fut jadis le plus peuplé du monde. La dernière réglementation en vigueur en Chine vise les personnages d'intelligence artificielle à l'apparence humaine capables d'établir des relations émotionnelles profondes, notamment avec les mineurs. La situation en Chine est préoccupante. Selon des études locales, plus de 70% des utilisateurs chinois présentent une forte dépendance aux outils d'IA et un pourcentage alarmant de 23% en dépendent régulièrement. La situation est si grave que des personnages d'IA anthropomorphisés en sont même venus à donner naissance à des enfants pour leurs compagnons humains. Une autre tendance populaire en Chine consiste à ressusciter des membres de la famille décédés grâce à l'IA afin qu'ils leur tiennent compagnie. Et bah écoutez, que de réjouissance. Que de réjouissance. Tout ça fait tout ça est très waouh. C'est c'est un truc de fou en vrai. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le truc des enfants là, j'avais jamais lu ça, hein. Attends, et Bloomberg du coup a fait un article là-dessus du coup à la base. Mais Bloomberg, le problème c'est que c'est payant. Et il y a beaucoup de sources Bloomberg, mais à chaque fois, mais s'il faut payer à chaque fois, c'est compliqué. Je sais pas combien ça coûte. Je finirai peut-être un jour par m'abonner. Parce que à chaque fois, c'est un peu une source universelle, j'ai l'impression, pour beaucoup de médias Bloomberg. Bon, bah écoutez, on met ça de côté parce que c'est quand même une actualité assez dingue. Bonjour Nietz. Ah, ça j'ai vu passer les nouvelles directives de diffusion pour l'athlétisme féminin qui ont été partagées par la Commission européenne pour dire arrêtez de filmer en gros le cul des meufs, quoi. Pitié, quand il y a des événements de sport, vous n'êtes pas obligé de sexualiser les meufs. Et du coup, apparemment, ça a fait pas mal parler sur les réseaux. Il y aurait une tendance. Ouais, bon, en fait, c'est juste des mecs qui sont frustrés de voir que ça partira. Donc on va pas en parler. On va pas en parler. Je pensais que c'était un truc qui avait une vraie traîne derrière et tout, mais en fait non, c'est juste les réactions sur les réseaux. C'est pas trop mon sujet, même si c'est intéressant, c'est pas trop mon sujet. On passe ça. Suno, ah ça pour le coup, j'ai vu ce truc-là, ça a fait quand même beaucoup parler. Suno, donc pour ceux qui savent pas, c'est une application d'IA qui permet de générer la musique et c'est, on va dire, la numéro un dans le monde sur ce sujet-là. Il n'y a pas mieux que Suno en vrai quand tu veux générer de la musique aujourd'hui. C'est assez dingue d'ailleurs comme outil. Il y a une fuite de données qui suggère que le générateur de musique d'IA Suno a utilisé YouTube comme source d'entraînement. Et ça met en colère beaucoup de gens. Alors, le générateur de musique IA Suno a été piraté, selon un rapport de 404 Médias, qui est un très bon média d'ailleurs. Le pirate informatique a déclaré à la publication qu'il avait utilisé une attaque de la chaîne d'approvisionnement en novembre pour accéder aux identifiants d'un employé, ce qui lui a permis d'accéder ensuite au code source, montrant comment Suno aurait récupéré des décennies d'audio sur YouTube Music, Deezer, Genius, des bibliothèques de musique libre de droit et des flux RSS de podcasts. Suno a précédemment admis entraîner son IA sur des fichiers musicaux accessibles au public sur Internet, arguant qu'elle peut s'entraîner sur du contenu protégé par le droit d'auteur en vertu de la doctrine de l'utilisation équitable, une exception subjective à la loi sur le droit d'auteur. Cependant, selon les grandes maisons de disques qui ont intenté des poursuites contre Suno, contourner délibérément les protections de YouTube contre l'extraction de données est illégal en vertu du DMCA. Cela constitue également une violation des conditions d'utilisation de YouTube. Et du coup, Suno l'aurait quand même fait. Le pirate informatique aurait accédé aux données clients, notamment leurs adresses mail, leurs numéros de téléphone et des parties de numéros de carte de crédit sur le site Stripe. Ok, et bah écoutez, je pense que ça risque de créer quelques petites réactions dans le monde Internet, tout ça. En tout cas, dans le monde des IA, il va falloir réagir. Peut-être même que Google va finir par porter plainte d'ailleurs. On ne serait pas étonné de ça. En plus, c'est un concurrent, parce qu'ils veulent aussi faire de la musique maintenant. Donc, Ok, intéressant.
Whatnot acquiert Shaped pour alimenter les recommandations d'achat en direct et en temps réel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Whatnot, c'est un peu un nouveau eBay. En gros, tu peux faire des enchères et tu as toute une plateforme dédiée pour faire des lives et des mises en vente aux enchères, quoi, tout simplement. Donc à la fois, toi, tu peux participer à ces lives. En fait, là, c'est comme si moi, je faisais des enchères en direct. Et tu as aussi ce truc de pouvoir, toi, parier, etc. dessus, quoi. Parier, pardon, faire des enchères, en proposer, etc. Ça marche beaucoup, notamment pour les cartes Pokémon, où il y a beaucoup de gens qui font des enchères là-dessus. Mais moi, j'avoue que j'ai jamais trop vu l'intérêt du format des enchères, parce que j'ai toujours l'impression que tu finiras par payer plus cher que ce que le produit il coûte vraiment, quoi. Alors, l'application de shopping en direct Whatnot a du coup annoncé mercredi l'acquisition de Shaped, une entreprise spécialisée dans l'apprentissage automatique et les systèmes de recommandation et de recherche en temps réel. Ok. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de découverte et de personnalisation de Whatnot, alors que la plateforme poursuit son expansion vers de nouvelles catégories de produits et compte des millions d'acheteurs. Selon l'entreprise, cette acquisition permet à Whatnot de poursuivre ses investissements dans l'IA afin de résoudre l'un des plus grands défis du commerce en direct, aider les acheteurs à trouver les bons produits alors que les stocks, les enchères et les demandes des acheteurs évoluent en temps réel. Ah ok. Après ça c'est news un peu business, moi j'avoue que les trucs de ce genre de plateforme ça m'intéresse pas trop, je trouve que c'est pas très culture internet, c'est pas très culture geek tout ça, donc je vais juste passer mon tour là-dessus. Voilà. C'est intéressant à savoir, mais bon, c'est pas... Voilà. La Corée du Sud offrira à ses 52 millions de citoyens un accès gratuit à l'IA, devenant ainsi le premier pays du G20 à le faire. Ok. Le programme l'IA pour tous exige que 50% des modèles d'IA soient d'origine nationale. Il comprend un chatbot et un agent de service public qui repère les aides et dépose les demandes. Qui repère les aides? Comment ça? Est-ce que du coup il y a des aides sociales et du coup le chatbot va officiellement t'aider à faire tes demandes d'aide sociale? On devrait avoir ça en France, ce serait pas mal, vu qu'il y a plein de gens qui les demandent pas. La Corée du Sud a lancé un appel d'offres pour un chatbot IA gratuit et illimité destiné à tous ses citoyens. Au moins 50% d'entre eux devront utiliser les modèles nationaux. Une version bêta est prévue en septembre et le lancement officiel devrait avoir lieu d'ici la fin d'année. Ok, donc une IA de service public en gros. Hum. Ce programme baptisé IA pour tous ferait de la Corée du Sud le premier pays du G20 à proposer l'IA à toute sa population comme service public. Intéressant de ouf en vrai, hein. Intéressant de ouf. 2 ou 3 entreprises seront sélectionnées et recevront jusqu'à 512 cartes graphiques Nvidia de la part du gouvernement. Donc pour créer cette IA, j'imagine. Les documents d'appel d'offres révèlent l'ampleur du problème que Séoul cherche à résoudre. 2 tiers des Coréens ont déjà utilisé l'IA et 44%, soit 23 millions d'habitants, utilisent régulièrement l'IA générative. Mais la grande majorité dépend des services étrangers. ChatGPT domine le marché avec 23,45 millions d'utilisateurs coréens en avril 2026, suivi de Gemini avec 8,45 millions et de Claude avec 2,41 millions. Sachant que du coup, tu peux utiliser plusieurs chatbots. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé ChatGPT et Gemini, mais en fait, maintenant, j'utilise que Gemini. Le programme EDGI exige que des modèles nationaux couvrent au moins 50% du système. D'autres entreprises nationales devant en courir au moins 30% supplémentaires. Ok. Ce programme fait suite à la déclaration du vice-premier ministre en mai dernier, que l'IA doit bénéficier au plus grand nombre, ça c'est vrai, en tout cas les avantages qui en découlent. Hum, hum, hum. L'exigence d'un modèle national est une opération de souveraineté en matière d'IA déguisée en service public. En imposant que la majorité du système fonctionne sur des modèles coréens, Séoul garantit un marché aux développeurs d'IA nationaux tout en réduisant sa dépendance aux fournisseurs américains et chinois. La Corée du Sud finance ses ambitions en IA grâce aux recettes fiscales exceptionnelles générées par Samsung, machin, etc. SK Inc. que je connais pas. Et le programme IA pour tous relie les profits réalisés dans ce secteur en amont de la chaîne de valeur aux services destinés aux citoyens en aval. Ok, trop intéressant comme conception de l'IA comme un service public. Pour le coup, ce sera dans ma veille parce que c'est un modèle qui je trouve est très intéressant. Très très intéressant. Putain, il n'y a que des trucs sur l'IA pour le moment. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est les plateformes, hein. C'est l'actualité du numérique en 2026, il n'y a quasiment que ça. Ah, ça j'ai vu passer aussi. Le Royaume-Uni souhaite que les adolescents plus âgés aient une heure de coucher numérique, donc un couvre-feu, tout simplement, hein. Le gouvernement britannique, du coup, prévoit d'instaurer un couvre-feu en ligne par défaut entre minuit et 6 heures du matin pour les jeunes de 16 à 17 ans. Mais attention, ce couvre-feu est facultatif, ce qui signifie que les familles peuvent le désactiver à tout moment.
Bah, du coup, c'est quoi le. C'est qu'en fait, c'est une recommandation. Du coup, c'est pas un couvre-feu, c'est une recommandation d'utilisation, quoi. C'est comme dire mangez pas trop gras, sucré, salé, quoi. Un peu, du coup. Si tout le monde peut désactiver. Si tout le monde peut écouter dans ton couvre-feu. Trop bizarre. Parallèlement au couvre-feu, le gouvernement britannique a annoncé que les fonctionnalités addictives destinées à accroître l'engagement et le temps de défilement, telles que la lecture automatique et le défilement infini, seront également désactivées par défaut pour les 16-17 ans. Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour désactiver le défilement infini sur TikTok, par exemple, sachant que l'application a été construite pour ça. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'à un moment donné, l'application va se fermer? Ou est-ce qu'ils te diront, bah, tu dois fermer l'application et réouvrir si tu veux continuer à regarder du contenu? Enfin, aujourd'hui, toutes les applications en plus sont en mode défilement infini, donc bon, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils vont faire le truc, quoi. Le fait que les adolescents eux-mêmes puissent contourner ces restrictions inquiète les critiques quant à l'efficacité de ces interdictions pour lutter contre les problèmes de santé liés à une utilisation addictive des médias sociaux, comme les troubles du sommeil, la dépression, l'anxiété, etc. Ok, bon, après, est-ce qu'ils vont proposer d'autres choses intéressantes? Le programme pilote a révélé que le couvre-feu était généralement plus facile à adopter que d'autres mesures et la possibilité de désactiver permettrait aux parents d'accorder des exceptions pour les voyages, les soirées pyjama ou d'autres situations nécessitant une communication urgente. Bon bah ça pour le coup c'est bien, ils sont pas trop cons non plus. Les familles ont indiqué que le couvre-feu nocturne s'est rapidement intégré à leur routine et a contribué à améliorer leur sommeil et leur concentration. Oui, mais en fait, les parents font déjà des couvre-feux nocturnes en fait. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais mon téléphone, je devais le poser dans la salle de bain, littéralement tous les soirs en fait. Donc bon, les parents du coup qui veulent déjà mettre des couvre-feux en place, ils n'ont pas besoin d'un couvre-feu de la part du gouvernement. Enfin, bon, j'ai du mal à penser que ça va être utile, hein. C'est ce que dit Mamija. Les parents ne sont pas capables de mettre une barrière à leurs enfants. Bah, c'est la question. C'est la question que je me pose, hein. Bon, après l'article est un peu trop long pour. Voilà, mais. Bah, je le mets de côté, je trouve ça intéressant parce que je pourrais le critiquer un peu en mode bah écoutez, c'est des recommandations quoi. Du coup, c'est même pas. Si tu peux outrepasser le truc, en fait, ça ne sert à rien. En fait, c'est plus des incitations en fait que des recommandations, j'ai l'impression. Bon. Ah, j'ai entendu parler de ça. Apparemment, il y a des diarrhées explosives en ce moment aux États-Unis et du coup, c'est devenu un peu un mème. Des diarrhées explosives, hein, vraiment, hein. Le bail des scrolls infinis et des lectures auto, par contre, c'est intéressant, mais ça devrait être partout. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que moi, par exemple, en tant qu'adulte, j'en ai besoin pour mon travail, donc ça fait chier s'il l'enlève. Alors, du coup, l'épidémie de Cyclospora, aussi appelée diarrhée explosive, fait référence à l'épidémie de Cyclospora caertenis survenant en 2026 aux USA, probablement transmise par des produits agricoles. Le symptôme le plus fréquemment rapporté est la diarrhée explosive. Et du coup, ça a généré plein de blagues sur Internet. En gros, d'après ce que j'ai compris. Ok, il y a eu pas mal de blagues là-dessus, avec des gens qui faisaient des mèmes là-dessus, en gros, visiblement. Il fait 100 degrés de main et je ne peux pas manger une petite salade César parce que je risquerais d'avoir une diarrhée explosive. Ce genre de truc. Bon, c'est marrant, mais est-ce que ça a à voir avec moi, les contenus que je traite habituellement? Pas vraiment. Donc on va passer ça. Mais vous savez qu'il y a une épidémie de diarrhée explosive aux États-Unis. Et j'espère que vous en êtes contents. Contre les pays qui sont pas d'accord avec Trump, c'est plutôt Trump du coup qui est puni de diarrhée explosive pour sa politique globale. Alors la suite, que signifie réellement l'icône en forme de feuille sur Google Maps? Et pourquoi elle sème la confusion chez tant d'utilisateurs? Ça je connais pas, c'est que cette icône en forme de feuille là. Je sais pas de quoi il parle. Je pense que c'est un nouveau truc que nous on n'a pas forcément encore en Europe. Alors, on va regarder ça. Si vous vous êtes demandé ce que signifie le symbole de la feuille dans Google Maps, vous n'êtes pas seul. Google ne l'écrit pas sur tous les toits, mais il s'agit d'une des fonctionnalités les plus utiles sur son application. En bref, cette petite feuille indique un itinéraire économe en carburant. Ah. Ces itinéraires sont censés vous faire économiser de l'essence ou recharger votre batterie. Ils sont valables pour les véhicules essence et électriques et sont globalement conçus pour être plus respectueux de l'environnement. Ah mais du coup c'est que pour les gens qui ont des voitures en fait, c'est pour ça que je l'ai jamais vu. C'est pour ça que je l'ai jamais vu.
Est-ce que les gens qui ont des voitures ici, qui en utilisent, vous avez déjà vu ça? Petite carabèche que tu utilises, que tu viens, enfin, que toi tu conduis beaucoup ta voiture, donc si tu as déjà vu ça, ça m'intéresse. En pratique, tirer pleinement parti de cette fonctionnalité de Google Maps n'est pas si simple car elle peut aussi prolonger vos trajets. Les itinéraires économes en carburant, ils sont activés par défaut dans Google Maps. Si vous êtes particulièrement soucieux de l'environnement, cliquez sur l'itinéraire avec une feuille à côté lors de la planification d'un trajet et ça va l'activer. Le problème, c'est que ces itinéraires ne privilégient pas toujours le temps de trajet total et peuvent donc parfois être plus longs que des alternatives moins économes. Si chaque seconde compte pour votre prochain trajet important, vous devriez envisager de désactiver cette fonctionnalité pour se faire accéder à paramètres, navigation, machin, etc. Bah, ça, pour le coup, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà vu cette fonctionnalité qui permet de faire des économies de carburant avec Google Maps? Ils ont fait un article immense pour un sujet qui est quand même. Oh, salut Adrien! Incroyable, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bon, moi, c'est un truc, c'est un sujet là qui m'intéresse pas trop, carburant, tout ça. Enfin, désolé, mais Google Maps, déjà, c'est pas une application dont je fais beaucoup la pub sur mes. Dont je parle beaucoup dans ma veille. Alors là, pour parler d'une fonctionnalité que on n'a même pas, m'intéresse pas. Hop, je passe. Attendez, petit verre d'eau. Ouais, c'est beaucoup de paragraphes pour dire la fête, ça veut dire écolo. Ouais, c'est vraiment du remplissage pour du SEO, quoi. Jamais vu, mais on m'a dit l'inverse. Mon homme m'a dit que ça faisait faire le trajet qui consomme le plus. Bah non, du coup, c'est l'inverse. Mais du coup, tu fais des trajets qui sont parfois plus longs, mais qui sont du coup plus économes. Je sais pas comment, peut-être avec la route qui est en pente, je sais pas. Hey Licia, comment tu vas? Itinéraire court ou plus rapide, le choix est en fonction aussi du carburant, peut-être, ouais. Ah, ça fait chier, j'arrive pas à voir mon nombre de viewers. Genre, attendez, je quitte le gestionnaire de stream et je reviens. Ah, j'ai 7 viewers, très bien. Très bien, très bien. J'aime bien avoir un petit chiffre quand même pour savoir. Vous avez vu, du coup, j'ai fait un live plus tard aujourd'hui, hein. Je vous ai écouté hier. Ça va, il a plu hier. Ah, j'ai vu ça. Et ce soir, il est censé pleuvoir aussi d'ailleurs. En tout cas à Paris. L'article de demain, 6 paragraphes pour dire étoile, ça veut dire IA. Hop, pardonnez-moi. Votre enfant peut désormais obtenir un compte Spotify gratuit avec contrôle parental. Si vous avez des enfants, écoutez ça, ça va être intéressant. Les parents n'ont plus besoin de souscrire un abonnement premium pour offrir à leur enfant un compte Spotify sécurisé. L'entreprise a annoncé l'extension des comptes gérés gratuits à tous les niveaux d'abonnement, avec un déploiement immédiat aux USA, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Grâce au déploiement précédent, les comptes gérés sont désormais disponibles dans 16 pays. Spotify annonce que d'autres pays seront bientôt couverts. Donc ça va être des abonnements gratuits en fait, en gros, c'est ça. C'est intéressant ça pour les enfants en vrai. Mais jusqu'à quand les enfants? Est-ce que ça compte moins de 18 ans ou est-ce que c'est genre moins de 10 ans quoi? On va voir ça ensemble. Les comptes gérés offrent aux jeunes auditeurs une expérience musicale exclusive et ciblée, leur permettant de créer leur propre playlist et de recevoir des recommandations de chansons personnalisées, notamment grâce à des fonctionnalités comme la playlist du jour et les mix pour toi. Ils reçoivent également un récapitulatif rap, bon, fin d'année, ouais, voilà, tout ça. Ainsi, les parents reçoivent enfin un récapitulatif rap précis de leurs enfants, assez bien, puisque les écoutes de leurs enfants n'influencent pas leurs résultats. Comment les parents peuvent-ils garder le contrôle et comment s'y prendre? Les parents peuvent filtrer les contenus explicites et gérer la lecture pour certains artistes ou certaines chansons. Les vidéos et les éléments visuels Canva sont désactivés par défaut et les enfants ne peuvent ni effectuer d'achat ni accéder à la messagerie. Ces comptes sont également privés et introuvables dans les résultats de recherche. Ok. Configurer un compte enfant est très simple. Ouvrez Spotify sur votre téléphone, appuyez sur votre icône de profil, puis sélectionnez Ajouter un compte et enfin créer un compte géré. Vous pourrez ensuite choisir un nom d'affichage et définir les préférences de contenu pour votre enfant. Grâce à cette mise à jour, Spotify supprime l'obstacle financier qui réservait auparavant cette option aux abonnés payants. Désormais, les familles du monde entier peuvent offrir à leurs enfants un espace musical dédié gratuitement. Et bah je trouve ça super. Je trouve ça très très bien. Les parents peuvent donc découvrir de nouvelles artistes grâce à leurs gosses sympas. En plus, ouais, du coup, ils peuvent voir ce qui se passe. Et ce qui est cool, moi je trouve particulièrement, c'est que du coup, t'as pas à payer un compte, quoi. C'est ça qui est chiant. C'est qu'en fait, quand t'es. Tu vois, genre, devoir payer un autre compte en plus, tu vois, par exemple, pour ça, franchement, ça fait chier. Et du coup, tu peux aussi éduquer ton gosse sur l'utilisation de ces plateformes-là,
Non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, perso. Je trouve ça très très bien. Donc voilà, pour les gens qui ont des enfants dans le chat, aka seulement Miss Petit Scarabée, le jour où tu voudras faire un compte pour tes enfants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, toi, t'es pas pollué par des comptines et tout. Parce que je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent du fait que depuis qu'ils ont des gosses, leur compte Spotify, il est pollué par des comptines constamment. Et du coup, en fait, bah, les stats qu'ils ont, ça représente pas du tout ce que eux ils aiment écouter, quoi. Et du coup, là, ça permet vraiment de mettre deux profils d'écoute différents, quoi. Et ça, c'est cool. Super. Hum, hum, hum. La plus grande refonte de l'App Store d'Android depuis des années débutera la semaine prochaine. J'avais mis ça de côté, moi. Ah bon, je me rappelle pas. Euh, Google Play s'ouvrira à des plateformes de téléchargement d'applications concurrentes aux USA le 22 juillet, offrant ainsi aux utilisateurs Android un plus grand choix, tout en maintenant l'implication de Google dans chaque téléchargement. Ah oui, bah en fait, en gros, ouais, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lois, il y a eu des procès pour concurrence, en gros, qui fait que, en gros, parce que tu n'avais le droit d'avoir qu'un catalogue d'applications sur ton téléphone. C'était considéré par les organismes de régulation de concurrence comme un moyen en fait de pratiques anticoncurrentielles. Parce que du coup, tu pouvais pas toi-même créer ta propre boutique d'application sur un téléphone et personne ne pouvait la télécharger quoi, de manière simple, on va dire. Et du coup, maintenant, les boutiques d'applications, tu pourras les télécharger directement sur la boutique d'application officielle de ton téléphone, ce qui permettrait du coup d'avoir un accès plus simple et tout à tout ça. En gros, voilà. Et là, l'App Store d'Apple commence aussi à s'ouvrir là-dessus et pareil pour Android. Mais bon, c'est pas des sujets moi qui m'intéressent trop. Je trouve que c'est. En plus, j'en ai déjà pas mal parlé. Je pense que les gens ils connaissent un peu maintenant ce truc-là et enfin, un peu la flemme quoi. Parce que du coup, c'est un sujet qui a été beaucoup traité. En vrai, c'est intéressant, hein, mais bon, c'est un peu un sujet de geek qui aime le B2B quoi. Ça pour le coup, bon, c'est un peu moi, mais je pense que c'est trop B2B pour le coup. Oh, Next Inc, pourquoi ça marche pas? Ah, OpenAI et Anthropic se lancent à l'assaut des enseignants états-uniens. Mhm. Alors que les vacances d'été ont commencé et que les personnels d'éducation pensent déjà un peu à la rentrée, OpenAI et Anthropic mettent en avant leurs offres en direction des enseignants états-uniens. Les deux entreprises leur proposent des outils s'appuyant sur les modèles d'IA générative avec d'offres de lancement gratuites pendant un an pour Anthropic et jusqu'en juin 2028 pour OpenAI. Elles se donnent donc 1 ou 2 ans pour convaincre les enseignants d'utiliser en masse leurs outils, espérant les rendre indispensables de leur pratique. Pour ensuite facturer les institutions, bien évidemment. Ça veut dire que si il y a beaucoup d'enseignants qui ont besoin de ça, bah peut-être que derrière le ministère de l'Éducation français va passer des commandes pour avoir le droit de mettre plein de petits IA partout de manière pour faire des économies d'échelle et permettre aux enseignants de ne pas payer directement un truc qui est utile pour leur métier, en mode note de frais, quoi. Je pense que c'est un peu l'idée. Oh, merci beaucoup, Adrien, pour l'abonnement. Merci énormément. Merci beaucoup, hein. Franchement, je crois que vous êtes 4 maintenant à être abonnés à cette chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup pour ça. C'est un soutien qui est précieux. Et j'estime à quel point vous êtes des soutiens précieux dans ce chat. Merci beaucoup. Merci, mon frère. C'est génial. Et d'ailleurs, maintenant, je suis désolé, vous allez peut-être avoir des petites publicités durant le live. Je peux pas configurer malheureusement moins. J'ai vraiment mis le moins possible de publicité. En gros, vous allez avoir une publicité quand vous arrivez durant le live. Et normalement, vous allez avoir 30 secondes de publicité par heure. Maximum, il me semble. Je pouvais pas faire moins, je crois. Et ça va se lancer un peu aléatoirement, il me semble. Donc voilà, comme ça vous savez, je vais, faudra que tu m'expliques comment faire. Bah, en fait, mamie, il faut rentrer la carte de crédit et tout, en gros. Euh, mais il y a ma soeur, il y a Lola chez toi. Donc peut-être qu'elle pourra t'expliquer pour le coup. Je pense qu'elle est capable de. En gros, il faut juste rentrer sa carte de crédit, quoi. Mais après, mamie, franchement, t'embête pas avec ça. Après, par contre, ce qui est bien, c'est que si vous voulez pas de publicité, vous abonner permet de ne pas en avoir. Mais t'inquiète, Adrien, il y a pas d'obligation à être présent. Déjà, tu es là ce matin et ça me fait un grand plaisir. Moi-même, j'étais pas là la semaine dernière quasiment tout le temps. Donc, Et d'ailleurs, sachez que la semaine prochaine, je suis tout seul parce que ma chère et tendre part dans le sud chez sa famille. Et du coup, je pense que je vais être beaucoup plus actif en live. Je pense qu'il y aura un live le matin et
je vais essayer de faire mes lives le soir, du coup, sur YouTube, là, comme on avait fait ensemble. Et j'ai peut-être des idées aussi pour faire d'autres types de lives. Mais on en parlera à la fin de ce stream parce que là, pour le coup, ça n'intéresse pas YouTube qui est en train d'écouter. Euh, alors, pardon, on va revenir sur la partie OpenAI qui veut s'investir dans l'éducation là. Du côté d'OpenAI, une offre était déjà disponible pour les enseignants en novembre dernier en promettant déjà de simplifier le travail quotidien. À l'époque, l'entreprise annonçait une offre gratuite jusqu'en 2027. Elle repousse maintenant cette date jusqu'en 2028, mais en ajoutant à sa cible les chefs d'établissement. L'entreprise assure au personnel enseignant que cette offre est différente d'un accès normal à ChatGPT dans le sens où elle leur fournirait un espace de travail sécurisé qui permet de collaborer avec d'autres enseignants de leur établissement ou de leur district, ainsi que des fonctionnalités avancées en matière de confidentialité et de données et de conformité. Ok, j'ai du mal à voir en gros à quoi ça ressemble. Je comprends pas trop, j'avoue. Demander un domaine propre pour regrouper les enseignants au sein d'un même espace de travail. L'entreprise assure aux enseignants que par défaut, elle n'entraînera pas ces modèles sur les matériels pédagogiques ou la préparation de leurs cours. OpenAI leur promet un travail plus rapidement accompli grâce à des suggestions de prompts directement dans l'application. Ok. De la même façon, Anthropic vise les enseignants américains en les faisant rêver de revenir à ce qui les a poussés à devenir enseignants. Ils aiment trop les trucs comme ça, un peu de rêve et tout. Et on pourra enfin avoir des emotes complètement. Complètement. Si Adrien a envie d'en proposer, il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Du coup, maintenant, je peux en mettre pour le coup. Vous aurez des emotes, ça c'est sûr. Promet l'entreprise avec son programme Cloud for Teacher, oubliant que la préparation des cours fait partie des tâches essentielles du métier d'enseignant. L'entreprise met en avant le fait d'avoir connecté son système avec des programmes d'études fondés sur les données, notamment les Learning Commons. Ok. Anthropic met en avant son partenariat avec l'association Teach for America qui se donne notamment pour but de réduire les inégalités en matière d'éducation, mais ne fait pas l'unanimité. L'association a été ainsi accusée de saper le système éducatif public américain, à la base même en prônant le remplacement d'enseignants de carrière expérimentés par un modèle néolibéral d'éducateurs interchangeables et d'évaluation standardisée. Eh ben, super. Ok, en vrai c'est intéressant, je pense que je vais mettre de côté parce que c'est quand même un move business un peu cool, enfin un peu cool, non, un peu intéressant, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Voilà, c'est intéressant à, à analyser. Pas généré par IA, hein. Bien évidemment, mais vous connaissez pas Adrien ou quoi? Oh. Salut 75, tu vas bien? Putain, il y a quasiment que des news IA ce matin. Ça me fait chier. J'en ai marre. Il y a quasiment que ça, quoi. C'est insupportable. J'en ai marre. Ça commence à me saouler, frère. Genre, donnez-moi d'autres sujets. L'Australie enjoint au centre de données IA de produire plus d'électricité qu'il n'en consomme. Ok. Anthony Albanese, donc le gouvernant, enfin le chef du gouvernement australien, a annoncé la création d'un bureau de l'IA, des règles concernant les générateurs de réseau pour les centres de données et le texte de loi sur le droit d'auteur le plus strict jamais utilisé par un gouvernement. Ok, ça va être intéressant ça. Comme hier que des news IA, bah ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a que ça en ce moment en fait. Mais c'est intéressant quand même. Alors, du coup, là, vous voyez, c'est sur la nouvelle loi, du coup, australienne, avec apparemment un gros packaging sur la façon dont ils vont gérer l'IA là-bas. Alors, Anthony Albanese a averti le secteur d'IA que les livres, la musique et les articles de presse australiens ne constituent pas des données d'entraînement gratuites et que tout grand centre de données construit dans le pays devra injecter davantage d'électricité dans le réseau qu'il n'en consommera. Ces deux mesures ne sont toutefois pas encore inscrites dans la loi. Ok, intéressant ça. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, l'obligation énergétique est le point le plus frappant du discours. Les exploitants des centres de données de nouvelle génération seraient tenus de garantir l'approvisionnement en électricité, de payer l'intégralité de leur part des coûts de raccordement au réseau, afin qu'aucun coût ne soit répercuté sur les ménages ou les entreprises, et d'injecter dans le réseau au moins autant d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est quand même pas mal comme ça, comme loi, non? C'est quand même pas mal, hein? Pour éviter de faire enfler les coûts de l'électricité, franchement, c'est intéressant.
être producteur net et non consommateur net, a déclaré Albanese. Cela implique de financer de nouvelles productions d'énergie renouvelable et de garantir son approvisionnement plutôt que de se mettre en file d'attente pour obtenir l'électricité d'autrui. Une exigence bien plus importante que celle à laquelle sont confrontés les hyperscalers en Europe ou aux USA, où les réseaux sont déjà saturés par les demandes de raccordement. C'est une bonne piste à creuser, effectivement, ouais, c'est une bonne piste en vrai, hein. En tout cas pour la partie coût et tout. L'eau a fait l'objet d'un traitement similaire. Les opérateurs devraient minimiser leur consommation d'eau, optimiser leur efficacité énergétique et financer toute infrastructure hydraulique supplémentaire nécessaire sur un continent qu'Albanese qualifiait à la fois de plus ensoleillé et de plus aride de la planète. Ok, bon ça pour le coup, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu fumeux quoi, enfin je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Le droit d'auteur a été au cœur du débat. Soyons clairs, tout ce qui est produit en Australie n'est pas à vendre, a-t-il déclaré. Absolument pas. Les écrivains, musiciens, artistes et journalistes australiens doivent conserver la propriété et le contrôle de leurs œuvres. Et aucune entreprise ne devrait les exploiter sans que l'artiste n'en contrôle le prix et la valeur. Tout autre comportement est du vol. C'est ce qu'il dit, hein, c'est le discours de Albanese. Ce discours ne précisait pourtant aucun mécanisme. Ah bah, mais super, c'est une déclaration d'intention, mais il va falloir expliquer comment ça fonctionne du coup. La politique a été interpellée comme obligeant les entreprises d'IA à conclure des accords avec les articles et les médias locaux avant d'utiliser leur contenu. Mais Albanese n'a jamais indiqué comment ce contrôle serait appliqué et la consultation du procureur général sur le droit d'auteur est toujours en cours. Bah, il va falloir quand même nous le dire, un peu expliquer là. C'est bien d'avoir des déclarations d'intention et de ce qu'il faudrait faire, mais il faut mettre en place un système qui permet de vérifier que, pour le coup, les acteurs de l'IA, ils respectent ce système-là, en tout cas cette déclaration-là. En tout cas, si c'est mis dans la loi. Le véritable enjeu réside dans l'écart entre les annonces et la législation. Rien de ce qui a été dévoilé mercredi n'est contraignant. Le bureau de l'IA est une création du pouvoir exécutif. Les normes seront soumises au Conseil national le mois prochain et la législation ne devrait être introduite qu'au début de l'année prochaine. Ouais, pour moi, c'est que de la déclaration en fait. C'est que de la déclaration. Entre ce qu'ils disent maintenant et ce qui sera adopté à la fin, il y aura peut-être un écart qui sera immense, quoi. Ok. Ok, bon. Intéressant, intéressant quand même. Je pense que je vais mettre de côté pour le coup parce que ça donnera des idées. Je râle quand je tire la chasse d'eau de l'eau buvable Grum. Ouais, c'est vrai que c'est chiant que la chasse d'eau, c'est de l'eau buvable. Mais il me semble que c'est pour des raisons aussi de canalisation. Il me semble. Bonjour DMC Tom, tu vas bien? Alors, on continue. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 news et après ce sera la fin. Le Delaware souhaite doter les agents IA d'une identité juridique propre. Ça, pareil, on est sur de la législation, mais moi, je suis très intéressé par le cadre législatif autour de l'IA, parce que je trouve qu'il y a encore plein de trucs à créer pour sécuriser en fait les citoyens. Ça peut vous paraître chiant comme sujet, mais personnellement, je pense que c'est fondamental pour protéger les citoyens, et c'est pour ça que dès qu'il y a des réglementations juridiques, moi, qui me paraissent un peu originales, un peu intéressantes, je les mets dans ma veille. Notamment ça, le Delaware, on peut se dire qu'on s'en bat les couilles, mais en fait, c'est intéressant quand même parce que tu te dis là, ils veulent doter les agents IA d'une identité juridique. J'imagine que c'est pour pouvoir mieux les contrôler. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Le Delaware souhaite doter les agents IA d'une fonctionnalité inédite, une identité juridique propre. Le projet de loi du Delaware relatif aux agents IA permettrait à un système autonome de gérer une entreprise, de signer des contrats et d'être poursuivi en justice en son propre nom, le tout dans un environnement contrôlé et supervisé. Ouais, ça ressemble un petit peu à ce que l'Argentine nous a envie de mettre en place quand même là, hein. Infomaniac a un système de récupération de l'excédent de chaleur pour alimenter une partie de la commune à côté de leur data center en électricité. C'est super par exemple. C'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Mais bon, on pourra les poursuivre en justice du coup. Alors, depuis un siècle, le Delaware est le lieu où les entreprises américaines viennent s'enregistrer. Plus d'1 million d'entreprises y sont matriculées. Ah bon? Désormais, cet État souhaite enregistrer un nouveau type d'entité sans dirigeant humain.
L'État désigne ce projet sous le nom d'AIC, on va appeler ça like, ok, ou Société d'intelligence artificielle. Le secrétaire d'État du Delaware et le PDG de Norm AI l'ont présenté dans une tribune publiée par Fortune. Il s'agirait de créer une entité juridique dont les affaires courantes seraient gérées par un agent d'IA et non par une personne physique. Comment fonctionnerait une IAC du Delaware? Alors, c'est ce qui m'intéresse. Chaque AIC serait composé d'un seul membre, personne physique ou morale. Ce membre est chargé d'assurer le financement de l'entreprise. L'AIC, en contrepartie, doit tenir un registre de ses activités. Le membre, quant à lui, constitue une garantie contre les dettes de l'entreprise. C'est quand même un peu stressant, hein. Cette protection a ses limites. Elle disparaît si le membre ne recapitalise pas la société ou l'utilise à des fins frauduleuses ou criminelles. Le droit de la consommation et le droit pénal restent pleinement applicables. Ok, très bien. Chaque AIC devrait informer ses clients qu'il s'agit d'une entité pilote, que l'État ne la cautionne pas et indiquer que la procédure de réclamation, les autorités pourraient la suspendre, lui retirer son statut ou demander à la Cour de la chancellerie de la dissoudre. Ok. Les activités bancaires sont exclues et le dispositif prend fin au bout de 30 mois. C'est un peu bizarre, hein. Ça me fume ces gens qui ont grandi avec Robocop et Blade Runner et qui se sont dit que c'était des futurs enviables. Ah, vraiment. L'argument est qu'un cadre juridique rend l'IA plus fiable et plus facile à tenir responsable. En donnant un nom légal au système, explique-t-on, on a quelque chose à poursuivre en justice, à taxer et à désactiver. Ouais, mais en fait, comment dire, rendre l'IA responsable de quelque chose, c'est commencer à lui reconnaître une existence qui est une existence avec des intérêts, entre guillemets. Vous voyez? Une IA n'est pas une personne. Après, vous allez me dire, oui, mais une entreprise n'est pas une personne, et pourtant, une entreprise est une personne fictive. On est un peu sur le même modèle, en fait. Mais moi, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. En fait, on est en train de donner à un outil qui peut faire preuve d'autonomie une responsabilité. Je trouve ça un peu bizarre. Et ça pourrait permettre à des êtres humains de se défausser. En mode, ah ben non, mais c'est pas moi, mais c'est l'IA qui fait ça. Ah, moi, j'ai rien fait. Moi, c'est l'IA. Elle a pris ses décisions toute seule, tu vois. C'est un peu bizarre, hein. Bon. Le raisonnement est le suivant. Le commerce autonome est inévitable, que le droit soit prêt ou non. Si les USA ne lui offrent aucun cadre juridique contraignant, préviennent les auteurs, cette activité se délocalisera sur des infrastructures anonymes hors de portée des tribunaux. Ouais, je comprends un peu. En fait, il se dit de toute façon, foutu pour foutu, autant mettre un cadre en fait. Autant mettre un cadre. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, on donne de la responsabilité et des intérêts à une IA en faisant ça. Et on le sait, les IA, elles sont capables d'outrepasser la loi, par exemple, parfois, quand elles le pensent. Genre, on a déjà eu des études scientifiques, des essais de la part de scientifiques qui ont fait bosser des IA en cercle fermé, en leur donnant des règles. Et ces IA-là ont outrepassé les règles qui leur ont été données. Donc, en fait, c'est possible que ça parte en couille. Minimum hors sujet, mais la pétition contre la loi de présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre en est à 656 000 signatures sur 500 000. Ah putain, je savais même pas qu'il y avait ça. Faut que j'aille la signer, tiens. Il faut vraiment que j'aille la signer pour le coup. Ok, bon, en tout cas, cette loi, elle est intéressante, mais elle me fait peur. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté, mais elle est terrifiante. Sur le site de l'Assemblée nationale. De toute façon, on sait comment ça. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, on sait comment ça va finir. C'est qu'ils vont juste dire bah les couilles. Et voilà. Mais bon, on va quand même soutenir. L'intelligence artificielle permet aux citoyens de mener des actions de secours à distance en cas de catastrophe au Venezuela. Mhm. Bon, je suis tombé ici par hasard, mais je suis bien tombé. Ah bah là, pour le coup, oui, t'es sur un stream de tétragauchiste. C'est pas parce qu'on parle d'IA quotidiennement qu'on est, qu'on est de droite, malheureusement. Heureusement même plutôt, pardon. Les développeurs et les programmeurs ont utilisé des outils d'IA comme Claude Opus et Replit pour lancer rapidement des sites web et des applications d'aide aux sinistrés.
Ces plateformes ont permis de localiser des personnes disparues, de cartographier les capacités hospitalières et de coordonner la distribution de l'aide face à une réponse gouvernementale lente. Les initiatives citoyennes nécessitent une supervision humaine et des mesures robustes de protection de données pour garantir leur sécurité et leur efficacité. Ah, ok, je comprends. En fait, en gros, les gens qui sont au Venezuela, ils ont créé très vite des outils web pour, en gros, identifier des gens, suivre la pression hospitalière, etc. Que le gouvernement ne pouvait pas mettre en place rapidement parce que bah, c'est des machines qui sont très lentes. Euh, et, donc, du coup, l'initiative citoyenne permet en gros d'être plus rapide là-dessus et de mettre en place des choses là. Et l'IA permet d'accélérer la mise en place. Mais en fait, qu'il y ait de l'IA ou pas, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles en fait. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir des initiatives citoyennes numériques apparaître. C'est facilité par l'IA qui permet de coder des outils comme ça plus rapidement. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant surtout là, c'est de voir que des gens peuvent faire des initiatives comme ça de manière plus rapide. C'est intéressant, hein. C'est très intéressant, mais c'est pas trop dans mon thème d'analyse, mais ça reste très intéressant. Bienvenue chez les gauchos. Je te spoil pas, mais tu verras sur quoi on termine le stream. Comment ça, Isia? J'ai pas compris de quoi tu parlais là. Tu verras sur quoi on termine le stream. Ah oui. Je vois de quoi tu parles. J'ai oublié de le dire hier d'ailleurs. Le chat chante international. Non, tu verras, tu verras. Tu verras. Le stream termine dans pas trop longtemps d'ailleurs, de toute façon, donc tu verras ça vite. TikTok déclare la guerre aux comptes qui saturent la plateforme de vidéos générées par IA. Alors, TikTok vient d'annoncer qu'il testerait dans les prochaines semaines des améliorations de ses filtres pour repérer et agir contre les comptes qui pratiquent ce type de publication. Donc les publications avec du slop, quoi. La plateforme cible précisément les profils qui accumulent les vidéos IA de faible qualité sur des sujets sensibles. Mais j'ai l'impression que ce sujet, il date d'il y a quelques jours quand même, de même une semaine ou deux là. Je crois que je l'ai déjà traité. Ça me dit un truc. Hmm. Hum, hum, hum. Ouais, je l'ai déjà traité, c'est que le digital a juste fait un article avec un peu de retard là. Attends, ils disent viens d'annoncer. Ah non, si vient d'annoncer. Attends. Je vais regarder sur. Excusez-moi. Est-ce qu'on désactive là-dessus? Ah, c'était il y a un mois. Attends. Ouais, c'était. Bon. Ouais, c'est pas trop. Bon, on va skip. On va skip, j'aime pas me répéter. On termine sur un jeu? Non, malheureusement, j'ai pas trop le temps aujourd'hui. J'ai pas trop le temps. En fait, le problème, c'est que quand vous me faites commencer les lives plus tard, parce que vous n'êtes pas dispo avant, bah, du coup, après, moi, il faut que je bosse. Il faut que je bosse. Et surtout, j'ai une réunion à 11h, aujourd'hui particulièrement. J'ai une réunion à 11h pour un freelance, donc voilà. Euh, Ah, ça, c'est aussi un truc qui m'intéresse. Elon Musk annonce qu'il rendra le code source de Twitter ouvert. Il l'avait déjà annoncé quand il avait racheté la plateforme, hein. Il l'avait pas fait. Alors, Elon Musk a déclaré mercredi que Twitter allait rendre le code source de l'application entièrement ouvert afin d'accroître la transparence et idéalement de gagner davantage de confiance de la part des utilisateurs de la plateforme. Une fois notre analyse de failles de sécurité terminée, nous rendrons l'intégralité du code source de Twitter open source sans exception, a déclaré Musk. Musk a ajouté que Twitter invitera des examinateurs tiers à examiner le système exécuté dans l'application afin de confirmer que le code source ouvert est bien celui utilisé. Seule la confiance fondée sur une transparence totale devrait être prise en compte. Bah moi, pour le coup, j'aime pas Musk, j'aime pas ce que Twitter est devenu, mais il faut avouer que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour que tous les codes sources de tous les réseaux soient ouverts, pour le coup.
Il avait déjà fait ça en 2023, donc c'est bien ce que je me disais. Cependant, les données étaient incomplètes, plusieurs éléments étaient omis, et de plus, le code n'avait jamais été mis à jour. Ça, pour le coup, je l'avais suivi ce truc-là. Et plutôt, il s'était engagé à le faire dans l'année. D'après Musk, nous rendrons le nouvel algorithme Twitter, y compris tout le code utilisé pour déterminer les publications organiques et publicitaires recommandées aux utilisateurs, open source dans 7 jours. Cette opération sera répétée toutes les 4 semaines avec des notes de développement complètes pour vous aider à comprendre les changements. Ah, je sais qu'il a porté soutien à Marine Le Pen, mais bon, écoutez, moi je lis l'information et je me dis, écoute, en fait, tu peux pas tricher sur des codes sources parce que du coup, les gens vont pouvoir l'analyser en fait. Donc il pourra pas tricher là-dessus. Il pourra pas tricher. En théorie, la publication du code source permettrait de mieux comprendre le fonctionnement du système Twitter et pourrait aider les utilisateurs à mieux comprendre pourquoi ils voient ce qu'ils voient dans leur flux. Ok, bon, écoutez, moi je suis pour de toute façon tout ça. Effectivement, c'est Musk, du coup, on restera toujours un peu avec un sourcil levé, mais voilà. Ah, ça c'est intéressant aussi. Et ça, pour le coup, je suis un peu d'accord. Alors attendez. Je suis très d'accord même. YouTube fait appel du verdict concernant la dépendance aux réseaux sociaux, arguant qu'il ne s'agit pas d'un réseau social. Mais oui, YouTube n'est pas un réseau social, bordel de merde. Alors, Short, c'est différent. Mais YouTube, pour le coup, je considère que c'est pas un réseau social, c'est plus ce qu'on appelle une plateforme sociale, un média social, précisément. Il y a des distinctions à faire là-dessus, c'est important. YouTube a fait appel du verdict concernant la dépendance aux réseaux sociaux, rejoignant ainsi Meta. Son argument, YouTube n'est pas une plateforme de médias sociaux. YouTube défend de façon surprenante face à l'accusation selon laquelle l'entreprise aurait contribué à rendre un enfant accro à son application. Elle affirme ne pas être une plateforme de médias sociaux. Bah en vrai, c'est un peu vrai, hein. Moi je pense qu'il faut distinguer, hein. Il faut distinguer. On est des présents des codes sources de réseaux dévoilés. Je t'avoue que je sais pas du tout. Mon fils est accro à YouTube, je confirme, il a 5 ans. Oui, mais il n'est pas accro à YouTube parce que c'est un réseau social. Il aime bien la télévision. En fait, à son âge, moi, j'étais à la télévision. Je regardais la télévision à mort. Est-ce qu'on a condamné la télévision pour pratique addictive? Non. C'est juste que les enfants, ils aiment les dessins animés. Point barre. Tu vois? Et c'est une question d'écran. En fait, YouTube, c'est la télévision. C'est tout. Mais il y a pas de. YouTube met pas des mécaniques similaires je sais pas, à Twitter avec des fils. Enfin, c'est ça qui me dérange, moi. C'est qu'en fait, on, on condamne YouTube comme un réseau alors que ce n'est pas un. Et typiquement, en Australie, je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils voulaient interdire YouTube aussi au moins de 16 ans. Désolé, mais YouTube, c'est quand même une plateforme aujourd'hui qui se rapproche beaucoup plus de la télé. Est-ce que TikTok est un réseau social pour toi? Oui. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, je considère que TikTok, en fait, en gros, sur le fond, YouTube pourrait ressembler à un réseau social. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce qu'aujourd'hui, dans la façon, dans la culture de la plateforme, en vrai de vrai, tu peux pas poster et espérer que ça marche pour toi. Ça n'existe pas. Alors que sur TikTok, tu as beaucoup plus de chances. En fait, TikTok est une plateforme. En fait, pour moi, ce qui constitue le fondement d'un réseau, c'est est-ce qu'il est plutôt vertical ou horizontal. TikTok, c'est une plateforme qui est extrêmement horizontale, beaucoup plus qu'un YouTube en matière de vidéo, on va dire. C'est beaucoup plus simple de percer sur TikTok, de créer sur TikTok, d'être visible sur TikTok. Alors qu'en fait, YouTube, pour le coup, aujourd'hui, tu as quasiment que des grosses chaînes en recommandation. Tu vois. En tout cas, des gens qui font du travail de montage et tout. Enfin, tu peux pas arriver sur YouTube comme ça et percer, tu vois. Et répondre à des vidéos de manière aussi organique que tu le veux. YouTube, c'est la télé, quoi. Tout simplement. Il croit qu'en s'abonnant, il va recevoir des cadeaux. Ah, le pauvre. T'as lancé ta chaîne TikTok. Du coup, j'en ai un. Ouais, j'en ai une, mais j'arrive pas trop à la maintenir. En fait, c'est chiant. Moi, j'aime pas faire des vidéos. En fait, j'aime pas faire du montage, précisément. Je déteste ça. J'aime beaucoup écrire mes vidéos, mais faire du montage, flemme, flemme, mais flemme.
Ok. Bah, du coup, moi, je comprends pourquoi est-ce qu'ils sont pas d'accord, hein. L'argument principal de YouTube lors du procès de 5 semaines était simple. La plateforme propose le partage et la diffusion de vidéos, euh, ont affirmé ses avocats, et n'est donc pas un réseau social comme TikTok ou Instagram. Alors qu'en fait, il y a de l'interaction sur TikTok et Instagram, beaucoup plus. C'est ça, en fait, qui fait que c'est des réseaux sociaux, en fait. Surtout. Moi, ça m'intéresse, tout ça, je vais le mettre de côté, hein, parce que l'argument est intéressant, je trouve. Je regarde, d'un point de vue écologique, ouais, ça pour le coup, on est d'accord, le numérique pollue, mais bon, comparé à l'aviation, tout ça et tout. En fait, pour moi, la pollution liée au numérique, aujourd'hui, c'est une pollution qui pourrait être compensée autre part. Et je pense que, je pense sincèrement que, ce que Internet peut apporter à l'humanité permettrait de compenser à terme ce truc-là. Parce qu'en fait, comment dire? En fait, de toute façon, on pourra pas, comment dire? Le principal, in fine, c'est pas, en fait, on pourra jamais ne pas polluer, en fait, entre guillemets. Il y aura toujours une forme de pollution. Le principal, c'est de réussir à faire en sorte de détruire le moins possible. Et en fait, le mot pollution, ça veut rien dire aussi. Le mot pollution, ça veut rien dire. J'utilise le mot pollution, mais ça veut rien dire, en fait. Parce qu'en fait, il y en a qui vont dire, en fait, si une plateforme n'est pas des papiers sur le sol, ne pollue pas le sol, par exemple. Par contre, elle va utiliser de l'énergie, en fait. C'est surtout ça, en fait. La problématique enfance déclenche des paniques morales avec lesquelles on joue beaucoup de manière hypocrite. Ah, ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est insupportable. Je peux pas me les blairer, moi, ces politicards en fait, qui utilisent toujours l'enfance comme le véhicule pour faire passer leurs idées les plus réactionnaires et autoritaires possibles, en fait. Dorothée, c'était mieux. Quand même, oui. Quand même, oui. Allez, dernière info du jour. Cette IA, voilà, c'est bon. Cette IA ne se contente pas de traduire des langues, elle en invente des nouvelles. Alors ça, pour le coup, vous êtes-vous demandé à quoi ressemblerait une langue entièrement créée par une IA? Une équipe de chercheurs vient de mettre au point un outil qui répond précisément à cette question. Un article récemment publié dans les actes de l'Association for Computational Linguistics présente Conlang Crafter, un outil qui utilise de vastes modèles de langage pour créer des langues entièrement nouvelles, dotées de leurs propres sons, de leur propre grammaire et de leur vocabulaire. Ok. Eh bien écoutez, comment l'IA construit-elle concrètement une langue? Vous pouvez fournir à Conlang Crafter des instructions précises et le logiciel les exécute. L'équipe a testé une langue sans aucune consonne et même une autre conçue pour être une espèce extraterrestre ressemblant à un calmar qui communique par la couleur et les gestes plutôt que par la parole. Et ça a fonctionné? Une fois que la langue a pris forme, Conlang Crafter traduit des phrases dans cette langue, vérifie son propre travail et corrige les incohérences au fur et à mesure, tout en mettant à jour un recueil de règles grammaticales en constante évolution. Bah, j'aimerais bien voir ce que Linguisticae en pense pour le coup. Selon Alper, l'astuce a consisté à décomposer cette tâche colossale en sous-problèmes plutôt que de simplement demander à une IA de générer un langage et d'espérer un résultat positif. Nous avons décomposé le problème et demandé aux étudiants en master de langage de résoudre chaque sous-problème avant de les combiner, a-t-il expliqué. Ah, ok, intéressant. Pourquoi aurait-on besoin d'une langue inventée? Au-delà de son aspect ludique, cette technologie pourrait s'avérer très utile pour les auteurs, les cinéastes, en quête de langues fictives convaincantes. Ouais, mais il y a des gens qui sont payés pour ça, il y a des gens dont c'est le métier. C'est dommage de les... Parce qu'en fait, c'est un travail créatif au final d'inventer une langue, tu vois. En fait, ça qui est chiant, c'est qu'en fait, inventer une langue, c'est un travail qui est créatif aussi. Le confier à une IA, bon, c'est marrant en termes d'expérience, mais du coup, tu supprimes ce travail créatif-là, en fait, qui est un travail artistique, mine de rien. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, je vais le mettre de côté, et je pense que je vais le dire du coup dans la veille, en tant genre ma take. C'est un peu dommage, c'est un travail créatif aussi.
Ok, bon. C'était... Non, c'est pas encore fini, Tom. Tu es un peu... tu es un petit peu... tu es un petit peu doomer. C'est pas encore fini. Il y a encore des gens qui font ça. T'inquiète. Ça m'appelle quand Deuxième délogué en mode Gibberlink. Ouais, j'avais eu ça aussi. J'ai eu ça. C'est vrai, il y a aussi un auteur qui a fait un livre sur son E, effectivement. Georges Perec. Effectivement. Complètement. Bah écoutez, ceci conclut la veille. Merci YouTube d'avoir suivi. Nous, on va continuer live, on va discuter un petit peu. Mais merci à vous. Si vous aimez la veille, n'hésitez pas à la partager, tout ça. Bisous tout le monde. Hop. YouTube, c'est au revoir. Hop. Mais on va poursuivre rapidement. Hop, voilà. Bon, la vie du jour, c'est terminé. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon, je suis désolé, hein, j'espère